bienvenue à tous, du coup à ce webinaire Les essentiels de la filière. Donc aujourd'hui, sur le sujet de la sylviculture, boiser ma parcelle agricole, SP pour moi. Je commence par remercier déjà nos financeurs qui sont la région, l'État, l'Union européenne et l'Agence de l'eau sur cette série de webinaires, mais aussi Maxime Mador qui est conseiller forestier à la Chambre d'agriculture de la Gironde et c'est lui qui va vous faire la présentation aujourd'hui. C'est du coup la parole à Maxime et bon webinaire à tous. Merci Elsa. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Maxime Mador, comme vous l'a dit Elsa, conseiller forestier sur la partie Médoc, mais pour la Chambre d'agriculture, on est un petit peu plus nombreux. On est une équipe de 3 conseillers forestiers sur la Gironde, donc avec Marie Fontenot, également très présente avec moi sur le Médoc, et Sébastien Barré, plus sur le sud Gironde. Quoi qu'il en soit, on est en capacité d'intervenir sur la totalité du département et on se déplace. Donc, pour toute question que vous auriez pour des rencontres terrain ou des choses comme ça, euh, où vous soyez sur le département de la Gironde, on sera là pour vous. Sur le déroulé de ce webinaire, si certains d'entre vous en ont déjà suivi sur les autres sujets ou vont en suivre, on a essayé de suivre un petit schéma commun. Donc on va partir sur comment se situe la filière en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, quelques références technico-économiques. Vous allez voir, ça va peut-être être un peu différent parce que le milieu forestier a ses particularités. Je vous présenterai les prérequis techniques. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous lancer ou non dans ce genre de projet? Et on finira par tout ce qui est un petit peu calendrier ou boîte à outils. Ça va être plus rapide. Ce sera plus les prérequis techniques qui seront importants pour vous. L'implantation de la filière. Du coup, vous parcourez suffisamment, je pense, le département de la Gironde. Comme vous le voyez sur la carte, notre département, il est un petit peu séparé en deux par le côté estuaire de la Gironde et la Garonne, où vous voyez au sud-ouest quelque chose de très très vert, et par rapport à cette légende, c'est en fait très forestier. Et tout ce que vous voyez en orange, c'est les parties qui sont plus agricoles. On a sur le nord de la Gironde le massif de la Double et la Double Landais qui est à cheval sur la Charente-Maritime et qui dépasse sur la Dordogne aussi. Donc on retrouve des proportions un peu plus boisées. Mais au niveau forestier, on va se concentrer sur le massif des Landes de Gascogne, euh, qui est très particulier par rapport à son industrie, ses types de sols et ainsi de suite, et le massif Adour-Garonne, donc justement là où il y a plus d'agriculture. Dans ce contexte que vous avez de diversification d'exploitation agricole, euh, tout ce que je vais vous présenter est adaptable, quel que soit le contexte, contexte très forestier ou contexte plus agricole. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra adapter parce que les industries que l'on a sur le massif des Landes de Gascogne ne correspondront pas forcément aux débouchés bois que vous auriez sur l'est du département. Au niveau occupation du sol, donc comme on le voyait sur la carte, on a la moitié du territoire en fait en Gironde concerne des espaces forestiers. 30%, 32% seulement des espaces agricoles. Donc on voit qu'on est quand même sur un territoire qui est déjà très forestier et qui, pour vous, dans un contexte de potentiel de diversification, peut être rassurant. C'est-à-dire que ce n'est pas une filière que vous avez à construire, c'est une filière qui est en place. Les entrepreneurs, les exploitants, les industries ne sont pas forcément bien répartis sur la totalité du département, mais en tout cas, on ne part pas de zéro. Donc il y a de quoi faire. Sur, bien sûr, cette grande majorité du territoire, ayant le massif des Landes de Gascogne, on sait le pin maritime qui ressort principalement dans les essences présentes. Pour vous faire une extraction plutôt au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine est la première région française au niveau surface forestière. Et dans cette région-là, l'essence principale, c'est pas une essence résineuse, c'est le chêne, les chênes de manière générale.
parce qu'on a tendance à oublier que à l'échelle de la région, mais en fait les feuillus et même à l'échelle française sont plus présents, et pour autant c'est pas là-dessus que se concentrent les industries. Donc ce sera aussi quelque chose sur lequel je reviendrai plus tard pour le choix des essences. Au niveau volume sur pied, juste en termes de production de bois, c'est-à-dire qu'on va différencier tout ce qui est bois d'œuvre, bois d'industrie, euh, bois énergie. Ça, c'est en fait qu'est-ce que devient le bois que vous produisez sur vos parcelles. Vous voyez que la grande majorité est quand même sur du bois d'œuvre résineux. Et ça, c'est l'impact fort que l'on a du massif des Landes de Gascogne sur le département. On a très peu de bois d'œuvre feuillus, donc les plus nobles valorisations. Et sur un contexte viticole, par exemple, vous connaissez forcément le bois d'œuvre feuillu à travers les barriques, les tonneaux pour les vinifications. Donc on voit qu'en fait, on a très peu d'industries qui le transforment sur le secteur. C'est plutôt des bois qui viennent potentiellement de la région Nouvelle-Aquitaine, mais du centre de la France ou de l'Est de la France. Et pour autant, on va avoir des industries de deuxième ou troisième transformation sur le secteur. Un petit parcours rapide du département. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous n'en avez pas, je continue. Les références technico-économiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est-à-dire de boiser une parcelle, qu'est-ce que ça devient? Comment je peux valoriser cette parcelle-là? Comment je peux la valoriser et comment je peux rentabiliser un investissement? Je parle bien de rentabilité dans le sens où se diversifier avec une mise en place forestière sur un terrain pour simplement occuper le terrain ou garder un foncier en termes de patrimoine, ce ne sera pas forcément suffisant économiquement pour que ce soit durable. L'échelle de temps forestière est sur une échelle de temps très longue, on le verra par la suite. Et là, pour le coup, il faut que vous ayez une certaine rentabilité économique sur vos parcelles. Donc, qu'est-ce qui est rémunérateur? La première chose, c'est celle sur laquelle on va se focaliser, c'est la production de bois. C'est la production de bois qui va vous faire une rémunération sur la parcelle en vendant les bois aux différentes étapes du peuplement. Une deuxième partie de la valorisation que vous pouvez avoir, c'est la vente de produits connexes. Quelquefois, il y a des boletières qui sont construites. Il peut y avoir des fruits forestiers à travers les châtaignes ou des choses comme ça sur des essences qui sont hybrides. Donc ça, c'est possible, mais ça ne rentre pas dans la production de bois. La location du foncier peut être une rémunération forestière. J'ai cité les activités de chasse et de tourisme. Tant que ces activités ne remettent pas en cause la destination forestière du terrain, c'est-à-dire que vous y faites les interventions nécessaires pour le bien du peuplement forestier, ces activités sont possibles. Si ce n'était pas le cas, on serait dans le cadre d'un défrichement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler, par exemple, du boisement en destination d'agroforesterie. Là, pour le coup, vous plantez des arbres, mais avec un contexte purement agricole, et on n'est pas sur un boisement de terres agricoles à destination forestière. La valeur vénale de votre foncier qui peut être rémunérateur. C'est-à-dire que oui, vous avez un bien qui va évoluer en fonction de la taille des arbres, en fonction de leur localisation, de leur qualité, votre bien va évoluer. C'est ce qui fait aussi que des investissements peuvent être intéressants, quelquefois en diversification de patrimoine, plutôt que d'investissements rémunérateurs de l'exploitation. Et le dernier, pour vous le citer, c'est services écosystémiques. Je ne sais pas si dans le milieu agricole, vous avez déjà abordé ce genre de notions, mais les services écosystémiques, ça va être le côté séquestration du carbone, épuration de l'eau, stabilisation des terrains, zone d'épanchement des crues, de choses comme ça. Euh, Ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas rémunérateur en forêt, pour être très honnête. Toutes ces choses qui sont de la bienveillance du milieu forestier pour notre environnement général ne sont pas encore rémunérées. Peut-être qu'un jour ça le sera,
une valeur paysagère pourrait l'être. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne va pas aborder dans ce webinaire. On va plutôt se concentrer sur la production de bois. Donc, production de bois, vous partez nécessairement de la sylviculture. Et la plupart, enfin tout ce que je vais vous dire dans la suite, ça va être de vous décrire à l'échelle de propriétaires forestiers qu'est-ce que la sylviculture, qu'est-ce que ça engendre, avec quelles essences je peux le faire. Pourquoi? Parce que c'est dès la sylviculture que vous allez orienter la production de bois, soit sur l'autoconsommation, typiquement la production de bois de chauffage, et ça, c'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez avoir un investissement dans le sens qu'il soit unique. Orienter une parcelle uniquement sur la production de bois de chauffage en y pensant dès la plantation, économiquement, ce ne sera pas rentable. Par contre, euh, en choisissant la bonne sylviculture, vous pouvez vous orienter sur du bois commercial et au sein de cette parcelle-là, trouver quand même une autoconsommation de bois de chauffage. Ce bois commercial, c'est ce que j'ai commencé à aborder tout à l'heure, et c'est là où on retrouve le bois d'œuvre, le bois d'industrie, le bois énergie. Derrière, vous avez des types de bois qui sont utilisés différemment. Le bois d'œuvre, pour simplifier, c'est les utilisations les plus nobles. C'est les sciages pour faire de l'ameublement, des emballages, des charpentes, de, de toute chose de construction, en fait, où on va utiliser le bois dans sa structure naturelle. Le bois d'industrie, lui, on va utiliser le bois pour sa matière bois, mais on va le déstructurer. C'est pour ça qu'on parle de panneaux, les panneaux d'agglomérés, par exemple, les panneaux de fibres de bois pour de l'isolant, la pâte à papier, on déstructure complètement la plaquette et le bilan de bois pour pouvoir utiliser la matière bois au sein de notre process industriel. Et de plus en plus maintenant, vous avez de la chimie du bois qui commence à apparaître. Tout simplement parce qu'on est dans une filière carbonée, on est sur une ressource renouvelable, on peut séquestrer du carbone et le piéger pendant très longtemps pour éviter qu'il soit relargué directement, mais on peut aussi trouver une source de carbone qui nous permet de substituer des énergies fossiles, typiquement comme on l'a avec les énergies pétrolières. Le bois énergie, lui, pour le coup, c'est vraiment vous coupez du bois, vous le brûlez directement pour transformer en énergie. C'est quelque chose qui a été un petit peu à la mode il y a une dizaine d'années. Il y a toujours des projets de bois énergie qui sortent, surtout des chaudières, des unités de transformation. Donc, au sein de vos communes, vous pouvez avoir ce genre de choses. La piscine municipale qui se met à être chauffée avec une chaudière à granulés, la cantine de l'école de la même manière, les bâtiments publics qui peuvent l'être. Mais vous voyez, tout ce que je viens de vous citer, on n'est pas sur une production de bois énergie à destination de particuliers. Donc c'est plutôt des marchés de gros et on utilise très peu du bois en direct dedans, mais c'est plutôt cette dernière flèche de produits connexes qui viennent dans cet aspect. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le type de bois que vous voulez produire va impacter votre sylviculture. Et inversement, la sylviculture que vous appliquez sur vos terrains va vous permettre de produire tel ou tel type de bois. C'est pour ça que je vais me concentrer sur 3-4 sylvicultures qui peuvent être découverts à partir d'un terrain agricole que vous seriez amené à boiser. Le premier sur lequel on va s'attarder, c'est le cas de la futaie régulière. La futaie régulière, ça veut dire que vous avez un arbre sur une souche. Une tige, une souche. La futaie régulière résineuse ou feuillue, je vais vous prendre ces deux exemples-là, et où on va planter plus dense que la récolte finale que l'on fait. Le deuxième cas que l'on va aborder très rapidement, c'est le cas de la futaie régulière à densité définitive, et notamment les peupliers. Parce que vous avez certains terrains avec des sols qui vont permettre d'avoir une production rapide de peupliers. Et le dernier cas, c'est du taillis. Le taillis, c'est qu'en fait, vous avez sur une même souche plusieurs tiges qui partent et qui seront exploitées. Et donc là, c'est le cas du robinier faux acacia que l'on va citer, que vous connaissez, qui est déjà très présent dans le milieu girondin.
Sur le premier cas de la futaie régulière résineuse, donc, je vous ai pris l'exemple du pin maritime parce que c'est ce que nous avons le plus dans le département de la Gironde, avec le massif des Landes de Gascogne, la partie nord girondine également. Pourquoi ce pin maritime? Mais parce que c'est une essence qui arrive à pousser dans des conditions drastiquement opposées, qui peuvent être un excès d'humidité l'hiver et un excès de sécheresse l'été. Donc c'est une essence qui est assez plastique par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est la sylviculture en futaie régulière? Et c'est qu'en fait, vous partez d'un terrain nu, là pour le coup votre terrain agricole, vous allez y faire des travaux, donc de le labourer, de le planter, de l'entretenir, jusqu'à un certain nombre d'années où vous allez en fait pouvoir éclaircir cette parcelle. L'éclaircie, c'est qu'en fait, ma plantation, je pars à plus de 1200 tiges à l'hectare, donc un arbre tous les 2 mètres espacé de 4 mètres entre chaque ligne, sauf que à la coupe finale, je n'en aurai que 250 à 300. Les éclaircies seront là pour être espacées dans le temps et pour pouvoir justement prélever un certain nombre d'arbres au fur et à mesure. L'intérêt sur ce type de sylviculture avec le pin maritime, par exemple, c'est que comme on a beaucoup d'opérateurs qui sont présents sur le territoire et qu'on a des industriels qui sont fortement présents, on arrive à très bien valoriser ce bois, même dans les petites dimensions. Ce qui veut dire que votre première éclaircie est déjà rémunératrice. Et c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que la première éclaircie, vous ne l'avez qu'à partir de 12-15 ans. Donc, l'investissement maximum se fait à la plantation et aux premiers entretiens dans la phase d'installation. Les premiers revenus n'arriveront qu'à la 12e ou 15e année, avec le revenu d'éclaircie qui est déjà rémunérateur, mais qui ne rembourse pas du tout la totalité de l'investissement fait à la plantation. Et ainsi de suite, à chaque éclaircie, vous avez un revenu. L'intérêt, c'est que d'une éclaircie à l'autre, les arbres poussent, grandissent. Donc la qualité de bois que vous allez sortir à chaque éclaircie va augmenter. Quand je parle de qualité, c'est un type de produit que vous sortez. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie. En gros, sur une première éclaircie de pin maritime, vous ne sortez que du bois de trituration, donc du bois d'industrie, du bois de pâte à papier. En deuxième éclaircie, vous commencez déjà à sortir du petit sciage. Donc on a du bois qui est valorisé à un montant supérieur. Et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention d'une parcelle où vous pouvez faire la coupe finale et qui, sur le pin maritime, va être autour de 40-45 ans. Pour vous comparer avec des... On est relativement sur le même schéma. Vous partez d'un terrain nu, qui peut être terrain agricole ou d'un terrain forestier, vous y faites des travaux, vous y faites des plantations, euh, ou des semis, mais c'est plutôt la plantation, des entretiens, et après on va y faire des éclaircies, et ainsi de suite. C'est un petit peu flou, je vous prie de m'excuser d'ailleurs pour le schéma, mais la grande différence, c'est que là, pour le cas du chêne, et donc le chêne pédonculé ou le chêne sessile que vous connaissez dans le milieu viticole pour faire les tonneaux, euh, vous partez de zéro et vous allez jusqu'à entre 120 et 180 ans avant de faire une coupe finale. Donc on n'est plus du tout sur la même échelle de temps que le pin maritime, par exemple, où on était à 45 ans. Là aussi, au niveau des éclaircies, on n'est pas sur la même échelle de temps. C'est-à-dire que la première éclaircie, elle va être vraiment autour de 20-25 ans. Et la particularité supplémentaire, c'est que cette première éclaircie dans les chênes, elle ne sera pas forcément rémunératrice. C'est-à-dire que la quantité de bois que vous sortez dans cette première éclaircie et la grosseur des bois qui sont sortis ne couvrent pas forcément le coût de l'exploitation et ou du débardage sur la parcelle pour pouvoir faire cette opération. Pour autant, c'est une opération qui est indispensable. Une plantation qui ne serait pas menée avec des éclaircies, ça veut dire que vous avez des arbres qui vont être en concurrence très rapidement et qui vont se limiter en croissance et ne pas obtenir la qualité que vous souhaitiez avoir à la fin de votre cycle. Donc là, je vous ai pris des cas un petit peu extrêmes entre le pin maritime qui est le cas le plus rapide, on va dire, dans la sylviculture régulière en futaie résineuse, et le cas des chênes qui est la plus longue.
Là, je vous ai cité que 2 essences. En fonction de chaque essence, il y a des vitesses de croissance qui sont différentes et il y a des rémunérations qui vont être différentes. Les rémunérations, comme je vous l'ai dit au départ, ça va être surtout en fonction de est-ce que la filière est bien implantée ou pas sur le secteur. Si on n'a pas les transformateurs, il faut une certaine quantité de bois quand même, au moins 1 ou 2 camions de bois pour que ça puisse partir dans le département voisin, notamment pour les gens du Nord-Gironde, où ça peut partir avec le département de la Dordogne, qui a beaucoup plus de transformateurs en feuillus, par exemple. Pour reprendre un exemple différent, on est sur une sylviculture à forte valeur ajoutée également, un petit peu comme les 2 dernières, on est sur la futée régulière, pardon, mais on est sur de la densité définitive. Densité définitive avec le peuplier, c'est que vous plantez 200 arbres à l'hectare, 150 arbres à l'hectare si c'est un petit peu moins favorable, mais ces 200 arbres-là seront les 200 arbres que vous couperez à la fin de la rotation de votre parcelle de peuplier. Cette fin de rotation, c'est la coupe rase que j'ai mis à la fin, qui est autour de 15 ans, 17 ans. Donc là, pour le coup, comme c'est une densité définitive, vous n'avez pas de revenu intermédiaire entre la plantation et la coupe rase. Il n'y a pas d'éclaircie. Pour autant, il y a énormément d'interventions à faire entre ces 2 étapes-là. Les entretiens, qui sont indispensables, comme dans la futée régulière résineuse ou feuillue avec densité non définitive. Mais pour le cas du peuplier, c'est surtout la taille de formation et les élagages. Parce qu'en fait, la valorisation maximale du peuplier se fait avec l'opération de déroulage. Le déroulage, c'est du bois d'œuvre aussi, sauf qu'on ne scie pas ce bois, on va plutôt dérouler le billon de bois contre une lame qui va nous sortir des feuilles de bois. Les feuilles de bois, vous en avez déjà vu nécessairement parce que c'est ce qui sert à faire du contreplaqué. Vous en avez déjà vu aussi tout simplement avec tous les produits agricoles que vous pouvez produire, c'est avec les cagettes. Les cagettes en bois sont du déroulage de peuplier principalement. L'avantage du peuplier, c'est qu'on a 2 très gros industriels qui sont sur le département voisin du Lot-et-Garonne, au niveau de Marmande, et qui permettent de faire du contreplaqué et de la cagette. Donc on a une valorisation qui est très proche. La difficulté pour le peuplier, c'est d'avoir le terrain qui convient. Si on n'a pas le terrain qui convient, c'est pas la peine de se lancer dans du peuplier, on ne pourra pas subvenir aux besoins de cet arbre. Dernier cas de sylviculture que je vous présente pour avoir des extrêmes aussi, mais parce que c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer très régulièrement dans le département, c'est le cas du robinet. Le robinet faux acacia ou acacia plus simplement. Euh, il est présent depuis très longtemps sur le massif. Dans le département de la Gironde, il n'est pas considéré espèce exotique, il n'est pas non plus considéré espèce exotique envahissante. Pour autant, il peut avoir une dynamique qui peut être particulière. Quand je dis particulière, c'est que vous avez des terrains où le robinet ne poussera pas du tout, et vous avez des terrains où il poussera très bien et où il pourrait coloniser un petit peu les parcelles environnantes par colonisation de sol. Donc ça, c'est un cas particulier, c'est de bien choisir là où vous pouvez implanter cette essence-là. Dans la sylviculture du robinet, vous faites la plantation. Les premières années sont extrêmement importantes parce qu'ils ne supportent pas la concurrence herbacée. Donc c'est beaucoup d'entretien, voire du désherbage si on n'arrive pas à lutter mécaniquement contre cette strate herbacée. Et après, c'est principalement un défourchage. Le côté recépage, je ne vous en parle pas parce qu'on a eu trop de cas aléatoires avec des échecs. Et la principale production, c'est du piquet. Le piquet, vous le connaissez aussi parce que c'est du piquet qu'on peut retrouver dans le milieu viticole. On le valorise très bien aussi dans les exploitations, les centres équestres, pour faire du piquet de clôture, parce qu'on peut avoir de la grande longueur. Le robinet est une essence qui est de classe 4 directement, donc qui n'a pas besoin d'être traitée pour être résistante aux insectes et aux intempéries. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on aimerait le valoriser un peu plus de manière supérieure
que le piqué, ce serait en bois d'œuvre. C'est pour ça qu'on vous a mis BO. En bois d'œuvre, c'est-à-dire en sciage, en ameublement, en terrasse de jardin, en meubles de jardin. Euh, c'est un petit peu une frustration parce qu'en fait, on a un bois là qui pourrait remplacer le teck au niveau qualité mécanique. Mais comme on a trop peu d'industriels qui valorisent le bois d'œuvre de Robinier, on n'arrive pas suffisamment à obtenir ce genre de peuplement. L'intérêt du robinier, il est de plus en plus connu pour ça aussi, c'est que vous avez une solution de secours avec une coupe rase de pouvoir faire du bois de chauffage si on n'a pas la qualité piquée ou qualité menuiserie. Euh, je dis solution de secours parce que économiquement, il faut toujours s'orienter vers la production de bois d'œuvre qui vous permet, en faisant des produits connexes, de faire les autres qualités de bois pour l'industrie forestière, mais de ne pas avoir une volonté directe de bois industrie ou bois énergie avec un peuplement. Je vous dis ça notamment pour le robinier parce que vous avez peut-être entendu parler des taillis à très courte rotation. C'est ce qui se rapproche le plus du milieu agricole. C'est des plantations non pas à 1250 tige-hectares ou 1500 tige-hectares, mais des plantations qui seraient à 2500, voire plus tiges à l'hectare, et où en fait, vous ne cherchez qu'à faire de la biomasse. Vous faites de la plaquette en faisant des très courtes rotations à l'échelle de 3, 5 ou 7 ans. Malheureusement, les retours économiques sont tels que ce n'est pas quelque chose que l'on peut vous conseiller pour des valorisations agricoles. Pour autant, vous en avez peut-être connaissance parce que c'est des choses qui sont éligibles à la PAC, encore, les taillés à très courte rotation. Mais sur le robinier, l'eucalyptus et même le peuplier, c'est des choses qui ne sont pas rentables. Là, oui, c'était juste des graphiques pour vous présenter qu'en fait, le choix d'orientation piqué ou bois d'œuvre se fait énormément sur le contrôle de la croissance que l'on a dans la parcelle de robinet. On fait un sondage à 10-15 ans et en fonction de si on est dans la partie haute de la production, on pourra se permettre du bois d'œuvre. Si on est plutôt dans la partie basse, on ne pourra que se permettre du piqué. J'ai parcouru très vite le côté sylviculture. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ou pas du tout? Moi, je me posais une question. Ouais. C'était, du coup, c'est très lié à la croissance, etc. Du coup, comment on gère la fertilité au niveau des sols? Est-ce qu'il faut amender, pas amender? Est-ce qu'il faut arroser, pas arroser? Alors, c'est parfaite pour la transition pour la partie juste après. S'il y a d'autres questions en Voilà. attendant. Si vous avez des questions sur ce côté schéma sylvicole, euh, comment se représenter entre les durées de rotation, entre du 15 ans sur du peuplier, du 30 ans pour un taillis de robinier, du 45 ans pour du pin maritime ou du 180 ans pour du chêne, si ça c'est suffisamment clair pour vous et que ça, du coup, canalise les rentabilités potentielles, c'est-à-dire qu'en forêt, une parcelle bien gérée sera rentable. Il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est de pouvoir gérer les flux financiers. C'est-à-dire que les flux financiers, ils ne seront pas directs et ils vont être par période sur la durée de vie du peuplement. Donc ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête, surtout dans un système de diversification agricole, parce que ça ne collera pas forcément avec la volonté économique de l'exploitation agricole. C'est-à-dire que dans votre exploitation agricole, vous pouvez avoir beaucoup de charges d'investissement de boiser des parcelles et vous n'en aurez pas les retombées économiques directement. Pour autant, si vous vous positionnez en tant que propriétaire, là, vous aurez la rentabilité qui sera quasi certaine, même si on n'a pas une boule de cristal pour vous prédire quelle sera notre industrie ou notre environnement à l'échelle de X années, mais vous aurez cette rentabilité qui sera présente. Est-ce Euh, qu'il y a des contraintes liées à la surface disponible? oui, dans le sens où, en fonction de ce que vous choisissez comme essence, la rentabilité ne sera pas la même
où les difficultés de gestion ne seront pas les mêmes selon la surface que vous possédez. Donc ça aussi, on va l'aborder juste après sur quoi boiser, comment boiser. Alors je vois qu'il y a une question dans les questions. Existe-t-il d'autres essences intéressantes comme le châtaignier, le noyer, le tilleul? Alors, plein d'essences sont intéressantes et on va l'aborder sur en fait quel sol on a par rapport à ça. Et ça va être ça la priorité. Il y a par contre des difficultés énormes en forêt, c'est on fait en sorte de faire le moins d'actions, de modifications du sol pour que les arbres soient en capacité de se débrouiller seuls par rapport aux conditions dans lesquelles ils sont, notamment par rapport à la durée de vie qu'on va leur demander. C'est-à-dire que si le peuplier, on envisage de le faire avec de l'irrigation, économiquement, ce ne sera pas viable et à l'échelle de temps, ce ne sera pas viable non plus. Noyer de tilleul, on est plus sur des essences de diversification que l'on va rencontrer, dans le sens où une parcelle entière de tilleul, économiquement, sera compliquée. Par contre, la valorisation tilleul, bois de tilleul, peut être une très haute valeur ajoutée, mais sur un marché de niche. Donc c'est pour ça qu'on va différencier sur une plantation d'une parcelle, la surface que l'on met en production un peu plus classique pour rester dans ce qui se fait au niveau industriel localement et en diversification pour amener justement d'autres revenus qui soient complémentaires ou d'autres aspects biologiques sur votre parcelle. Il y a une petite question sur la plantation aussi en mélange. Mélanger des essences, pied à pied, est compliqué quand on crée ce peuplement. Une parcelle forestière déjà installée, il peut y avoir du mélange, mais la productivité ne sera pas forcément présente. C'est un petit peu un débat que l'on a sur le milieu forestier en ce moment. Est-ce qu'on est plus résilient en mélangeant les essences ou est-ce qu'on est plus résilient en adaptant les essences, mais en mettant une essence très productive à un endroit et en faisant une mosaïque de territoire? Là encore, pour votre cas de boisement de terre agricole, l'objet de ce webinaire-là, on va plutôt partir sur du mélange, non pas pied à pied, mais en répartissant et en optimisant par rapport aux différents sols. L'autre aspect, c'est que en fait, pin et chêne sont sur des vitesses de croissance très différentes. Donc naturellement, sur le massif des Landes de Gascogne, vous pouvez le voir sur la photo, il y a des pins en étage principal et quelquefois, vous allez trouver d'autres végétations, d'autres strates qui peuvent être des chênes en sous-étage. Mais là, pour le coup, on n'est pas sur un mélange d'essence à production de bois, donc on n'est pas sur un mélange d'essence objectif. Et on va faire cette différence-là en forêt, c'est-à-dire on a une essence objective qui va nous amener le maximum de valorisation et une essence ou des essences secondaires qui peuvent être en accompagnement pour faire pousser correctement l'essence objective ou qui sont simplement là en accompagnement pour des termes de protection, de strates du lisière, de séparation de foncier, des choses comme ça. Il y a une dernière question sur s'il existe des référentiels techniques des coûts de production par année ou par étape culturelle sur ces différentes cultures. C'est peu référencé. C'est peu Ok. référencé parce qu'en fait, alors au niveau des coûts, oui, ça on pourra vous donner des informations. On n'a pas de doc qui le référence énormément parce qu'en fait, ça va changer d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire que sur le secteur ouest girondin, je sais que j'ai une densité d'entrepreneurs de travaux forestiers qui est énorme par rapport au reste du département. Donc les coûts d'entretien, d'installation, de plantation vont être beaucoup plus réduits sur cette partie du territoire. Sur la partie est du département, nord-est du département, on a des entrepreneurs qui viennent de Dordogne aussi, mais on en a peu parce qu'on est plutôt sur un secteur très agricole. Donc les coûts vont être nécessairement différents et c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffres globaux à l'échelle du département. Le deuxième aspect, c'est que la rentabilité, je vous ai dit qu'elle était quasiment assurée, mais elle est très dépendante du cours du bois à l'instant T. Donc une projection économique
à l'échelle 2026, 2027 jusqu'en 2030 sera nécessairement différente que en 2050, 2070, 2100, pour vous comparer. Là où, par contre, on fait bien la différence entre bois d'œuvre, bois d'industrie et bois énergie, c'est que sur la partie historique, c'est toujours le bois d'œuvre qui a permis de s'en sortir économiquement pour les propriétaires. Un autre aspect, c'est que faire une production de bois d'œuvre, un très beau chêne, vous pouvez toujours le brûler et en faire du bois énergie ou du bois de chauffage ou le déstructurer. Par contre, du tout petit bois qui ne rentrerait que dans une chaudière ou une cheminée ne pourra jamais faire une planche ou une structure de charpente. Donc vous voyez, c'est pour ça que la sylviculture à choisir impacte nécessairement la résilience économique de votre parcelle. Il y a d'autres questions? On continue? On pourra revenir aux autres questions sinon par la suite. Allez, vas-y. Allez. Donc pour le coup, les prérequis techniques. 4 principales choses. Donc ce que tu avais commencé à dire, Elsa, quoi boiser, comment faire, effectivement, est-ce qu'il y a des interventions à faire, est-ce qu'il y a des préparations spécifiques à faire? Quelles sont les conséquences? Ça va être plus quelles sont les conséquences de transformer mon terrain agricole en terrain forestier, pour vous citer quelques aspects, et la notion de financement. On l'abordera également. Quoi boiser? Là, je vais vous prendre trois exemples qui sont très parlants. Là, vous avez une coupe de sol du massif des Landes de Gascogne. Sur le massif des Landes de Gascogne, pour vous schématiser, on a du sable partout. Donc, la diversité de sol, pardon, elle n'est pas très très présente. Par contre, on a une fluctuation qui est très importante sur tout le massif, c'est la proximité de l'eau. C'est pour ça que nos diversités de sol vont être entre landes sèches, landes humides ou landes mésophiles, donc landes intermédiaires, par rapport à la présence de l'eau ou pas dans notre sol. Sur ces conditions-là, toutes les essences n'arrivent pas à s'en accommoder. Notre pin maritime, s'il est présent sur 90% du territoire du massif des Landes de Gascogne, c'est parce que c'est l'essence qui s'en sort le mieux dans ces conditions drastiques d'extrême humidité l'hiver et d'extrême sécheresse l'été. Pour le cas plus de sol diversifié, on va prendre en fait ce genre de diagramme où on va regarder la richesse de notre sol. Est-ce qu'on est très acide, est-ce qu'on est très basique? Et l'humidité. On va essayer de coupler ces deux données. Et donc, soit on est très sec, soit on est très mouillé. Pour une famille d'essences, là, pour vous prendre les chênes, vous voyez qu'en fait, ce qui est coloré, c'est la partie où l'essence en question s'en sort le mieux. Pour le chêne pubescent, c'est plutôt des sols très secs, alors pas extrêmement secs non plus, mais plutôt à tendance sèche et avec une plasticité sur l'acidité de votre sol. Le chêne sessile, relativement plastique, et le chêne pédonculé, que vous connaissez bien en viticulture, est plutôt, lui, sur des stations plus humides. Donc vous voyez qu'en fonction du type de sol que vous avez et des conditions climatiques et topographiques de votre terrain, c'est ça qui va déterminer le potentiel d'essence que vous pourriez solliciter. Là, on est sur un cas très simple avec 3 types de chênes, mais en fait, ce schéma, vous pouvez le faire avec toutes les essences possibles. Toujours l'humidité que vous avez à gauche, l'acidité de sol que vous avez en bas. Et vous voyez que les différentes essences ne se comportent pas de la même manière dans ce diagramme-là. Et c'est-à-dire que sur votre parcelle que vous envisagez de boiser, il faut se poser la question de quelle acidité j'ai, quelle humidité j'ai de disponible. En fonction de ça, je me positionne sur le graphique et du coup, ça me donne quel type d'essences sont possibles sur mon terrain. Attention, sur ce schéma-là, il y a aussi une notion de climat. Pas simplement sur l'aspect humidité, mais le climat au niveau altitude et au niveau froid. Pour vous prendre cet exemple-là, le Douglas, vous ne trouverez pas de Douglas dans le département de la Gironde. Vous pourrez trouver du Douglas dans le département de la Gironde, dans un parc, dans un jardin,
et que ce soit un arbre qui ait réussi à survivre aux conditions girondines, mais ce n'est pas un arbre qui sera dans les conditions de productivité possibles pour avoir une rentabilité et une production de bois adaptée. Donc ça, c'est vraiment la priorité dans, dans votre question, c'est-à-dire quel type de sol j'ai, quelle disponibilité en eau. Et d'ailleurs, ça règle le problème de fertilisation et d'irrigation que tu posais, Elsa. C'est-à-dire qu'on va toujours choisir une essence qui sera capable de s'adapter au sol et aux contraintes que l'on a. Parce que partir sur, par exemple, ici, on serait en conditions sèches, on mettrait du chêne pédonculé, mais j'ai envie de l'irriguer. Irriguer du chêne pédonculé sur 180 ans, c'est pas possible. Donc pour vous, la priorité, c'est de savoir ce que vous avez, sur la parcelle en question et de voir comment intervenir dessus. Avant de parler, vraiment technique, travail de sol, ce qui est sûr, c'est que, il y a un aspect réglementaire. L'aspect réglementaire, c'est l'étude au cas par cas préalable à une éventuelle étude d'impact environnemental. C'est-à-dire que depuis janvier 2017, tout boisement de terrain agricole supérieur à 0,5 hectare et inférieur à 25 hectares, on est obligé de demander l'avis de l'autorité environnementale qui, pour notre région, est l'ADREAL. Pourquoi entre 0,5 hectare et 25 hectares? Parce qu'au-delà de 25 hectares de projet de boisement, vous êtes directement dans l'étude d'impact. C'est quelque chose à avoir en tête parce que si on a un avis défavorable de l'ADREAL qui nous demande une étude d'impact ou si on a un projet de plus de 25 hectares qui nous demande une étude d'impact directement, je vais être très honnête, c'est pas la peine d'envisager le boisement. Le coût de l'étude d'impact ramené à votre terrain, de faire les études 4 saisons, d'avoir un suivi environnemental et les conséquences que ça peut faire, va vous entacher la rentabilité directement de votre boisement. L'étude au cas par cas, il ne faut pas en avoir peur. C'est un formulaire à remplir, c'est, en gros, où se positionne votre projet. Est-ce qu'il y a un zonage environnemental spécifique, type Natura 2000, SNIEF, arrêté de protection de biotope, des choses comme ça? Et comment vous projetez votre boisement par rapport à ces contraintes environnementales? La plupart du temps, et c'est même toujours le cas, on n'a pas vu d'étude d'impact sollicitée par l'ADREAL pour des projets de boisement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous rassurer, mais c'est une étape réglementaire obligatoire. Dans cette demande au cas par cas, il faudra décrire quelles essences vous projetez. C'est pour ça que je vous ai parlé d'abord de diagnostic pédologique. Qu'est-ce qu'on a comme sol? Quelles essences on a? On choisit notre sylviculture, on décrit tout ça dans notre demande au cas par cas, et l'ADREAL va nous répondre, est-ce qu'il y a un potentiel impact sur l'environnement ou pas? Une fois que cette étape administrative est faite, c'est l'étape de travailler le sol. Comment on boise, ces techniques de labour, éventuellement de sous-solage en fonction du type de sol que vous avez, de réfléchir au drainage de votre parcelle pour optimiser ce boisement. Après, c'est l'émiettage du labour, l'apport de fertilisation. En fait, on ne le fait pas sur les boisements de terrain agricoles parce que vous êtes déjà sur des terrains qui sont riches par rapport à ce qu'on connaît dans le milieu forestier. Pour vous faire un petit rappel historique, en fait, la forêt s'est développée seulement sur les terrains qui n'étaient pas propices à l'agriculture. Depuis le Moyen Âge, en fait, on priorisait, l'agriculture. Donc les terrains que l'on boise, et qui sont déjà d'origine agricole, sont des terrains qui sont déjà suffisamment riches pour la production de bois. Les conséquences, juridiques d'un boisement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait, votre diagnostic de sol, que vous avez fait votre cas par cas, vous avez l'aval de l'autorité environnementale pour faire le boisement. Vous avez fait vos travaux, vous avez boisé. Vous rentrez du coup dans une parcelle qui devient forestière. Cette parcelle forestière, en fait, elle n'a pas la même fiscalité que dans le milieu agricole. Donc il faudra changer la nature de culture. Vous aurez le revenu cadastral qui va changer,
et qui va avoir une imposition spécifique, que ce soit l'imposition pour le revenu ou l'imposition sur la taxe foncière pour la propriété non bâtie. La TVA également est spécifique. Toute cette fiscalité-là, pardon, est forfaitaire en forêt. Donc vous n'aurez pas le côté faire un bilan comptable de charges et de recettes pour cette destination forestière. Vous pouvez avoir des avantages fiscaux aussi en forêt sur la transmission, sur les dispositifs d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt, les fameux défis, et sur des allègements d'impôts. Ce n'est pas une niche fiscale en tant que telle, la forêt, mais il y a des adaptations fiscales en adéquation avec l'échelle de temps nécessaire à la production de bois. Sinon, il n'y aurait plus du tout d'investissement en forêt, il n'y aurait plus d'intérêt de boiser. Les engagements du propriétaire, ça fait partie des conséquences également. Alors là, je vous ai cité surtout des choses en lien avec une demande de financement. C'est-à-dire que le cas par cas auprès de l'ADREAL, il est obligatoire que vous sollicitiez un financement ou pas pour boiser votre terrain agricole. Si vous sollicitez un financement, la plupart des sources de financement vont vous demander des engagements pour être sûr que le terrain soit définitivement à destination forestière. Pourquoi je dis définitivement? Parce que si vous boisez votre terrain agricole sur vos fonds propres sans solliciter de financement, tout premier boisement de moins de 30 ans peut revenir à l'agriculture sans être considéré comme un défrichement. Ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête dans votre diversification d'exploitation, c'est comment vous vous projetez sur l'occupation de ce terrain. Comment vous vous projetez localement et géographiquement sur une parcelle que vous souhaiteriez boiser par rapport au reste des parcelles et par rapport à l'évolution possible de l'exploitation. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête et c'est quelque chose aussi à mettre en relation avec la question qui avait été posée en termes de surface. Une parcelle de peuplier d'1 hectare, ça se gère très bien. Il y a une bonne rentabilité. Au-delà d'1 hectare, on va même mettre plusieurs clones. On va diversifier, toujours en restant sur le peuplier, si le peuplier est adapté au sol. Par contre, une parcelle d'1 hectare de chêne à mener sur 120 ou 180 vents, économiquement, ça peut être très compliqué, sauf si vous faites la plupart des interventions vous-même. En pin maritime, ça peut être intéressant quand on est proche des industries ou proche des entrepreneurs. Sur d'autres essences, en fait, si vous avez un projet de boisement de 2 hectares et que vous voulez mettre 5 essences différentes, je vais être très honnête, ça ne sera pas la bonne chose. Parce qu'il y aura trop de morcellement, il y aura trop de produits qui seront différents les uns des autres, et du coup, les valorisations ne seront pas suffisantes pour pouvoir avoir des opérateurs qui viennent travailler sur votre terrain. Sur le côté exemple de financement, parce qu'en fait, il en existe pas tant que ça à avoir en tête, c'est le label bas carbone. Vous en avez probablement entendu parler. En fait, c'est plus un mécénat, le label bas carbone, parce que c'est des entreprises privées qui font leur bilan carbone et qui vont dire, ben moi j'ai un excédent de production carbone de tant de tonnes carbone à l'année, et du coup je finance des opérations qui sont à plus-value carbone pour séquestrer du carbone. L'exemple que tout le monde va connaître, c'est la Poste, qui, avec l'ensemble des voitures de facteurs et ainsi de suite, a une forte émission carbone et c'était les premiers à financer des, opérations estampillées label bas carbone. Le boisement de terres agricoles est possible dans le label bas carbone. Par contre, vous n'avez pas la totalité du financement qui est pris en charge par ces entreprises. Il y a toujours une part d'autofinancement, environ à hauteur de 20 sur ce type de boisement. Il peut y avoir aussi la compensation forestière qui entre en jeu et localement, il peut y avoir, des conseils départementaux, des conseils régionaux qui peuvent financer, des opérations de boisement de terres agricoles. Je le cite juste parce que, malheureusement, la trésorerie du conseil départemental de la Gironde n'étant pas au beau fixe, le plan, d'investissement en forêt sur l'aide au boisement de terres agricoles a été annulé sur ces 2 dernières années et ne reviendra pas tant que la trésorerie ne sera pas au beau fixe. J'ai essayé de faire
tour sans être trop long sur ce côté quoi boiser, comment boiser, les conséquences. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Il n'y a rien dans l'échange de questions. S'il y en a qui veulent prendre la parole. Si c'est le cas, oui, voilà, déverrouillez votre micro pour pouvoir parler. Ouais, salut Maxime. Bonjour Geneviève. Tu as parlé de l'humidité et de l'acidité des sols et qu'est-ce qu'il en est de la texture en fait? Est-ce que, bon ça c'est dans le diagnostic, mais grosso modo sur les sols argileux, on a beaucoup parlé du pain, mais sur les sols argileux, qu'est-ce qu'on pourrait planter? Alors, très clairement, l'Est girondin apporte une diversité de sols qui est importante. En tant que conseiller forestier, quand je sors du Massif landais où je sais que j'ai que du sable et que je vais de l'autre côté de la Gironde, c'est une chouette découverte de voir une telle variété de sols. Et tu as totalement raison, en fonction des textures, des essences ne vont pas être adaptées. Sur les sols très argileux, très lourds, le pin maritime, il ne se comporte pas au mieux. On va plutôt être sur du chêne type pubescent parce que on prend en compte le changement climatique également dans nos projections de boisement. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est pas uniquement l'humidité dans le sol que l'on a à l'heure actuelle, c'est la projection climatique de quelle humidité on aura à l'échelle de 50, 100 ou 150 ans, pour pouvoir faire une, deux ou trois rotations de ces essences-là. Et là, pour le coup, sur les sols très lourds, ça va être de faire une opération de décompactage et d'être principalement sur des chênes. C'est malheureusement des cas de figure où en fait on peut avoir des sols qui nous contraignent énormément et qui ne nous laissent pas une diversité d'essences possible pour avoir une production de bois. Une production de bois ou même une survie des arbres. Je ne vous ai pas cité, mais le pin maritime, si vous le mettez sur un sol calcaire, il fait de la chlorose, il meurt directement, donc c'est même pas envisageable sur un sol qui serait plus léger mais qui aurait du calcaire actif. Du coup, Maxime, il y a une question sur s'il est Oui, possible de boiser sous des lignes à haute tension. non. Le côté ligne à haute tension ne permet pas parce que vous allez avoir, en fait, les lignes à haute tension ont des contrats avec RTE et Enedis et elles sont normalement broyées et élaguées sur les côtés très régulièrement pour éviter qu'il y ait le moindre risque possible d'un arbre qui vienne titiller les lignes. Et ça, que ce soit les lignes à très haute tension ou les lignes à plus basse tension également. Il y a donc il y a une question sur est-ce que la chambre fait des analyses de sol? Alors, les analyses de sol, on ne va pas faire des analyses de sol en laboratoire comme vous pouvez déjà le connaître sur le milieu agricole. Par contre, c'est ce qu'a cité Geneviève sur le côté diagnostic. C'est-à-dire que l'équipe des trois conseillers que l'on est, on va se déplacer et aller faire des sondages de sol à l'intérieur pour avoir cette analyse de sol que vous avez. Ce qu'il faut, par contre, c'est en amont réfléchir à votre projet de boisement dans le sens où est-ce que vous avez le foncier suffisamment grand pour le faire? C'est-à-dire que si vous avez que des petits bouts de parcelles de 3000 m², 200 m², un demi-hectare éparpillés, même si la somme fait 2-3 hectares, ça va être très compliqué de pouvoir faire tout ça. Mais sinon, oui, on se déplace, on fait un diagnostic et on peut vous accompagner jusque dans la demande au cas par cas, suivre ça et après vous orienter sur les potentielles demandes de financement avec des opérateurs qui peuvent soit vous faire la demande au cas par cas, soit vous monter un dossier de label bas carbone, par exemple. Du coup, il y a une surface minimum. Ça va se réfléchir en fonction des essences qui sont à projeter dessus. Ok. Ce qui est plus à avoir en tête, c'est le côté morcellement. C'est-à-dire, l'idéal, on est bien d'accord, c'est un îlot de 4 hectares. Sauf qu'un îlot de 4 hectares, pour du peuplier, c'est énorme. Donc déjà, un îlot d'un hectare, c'est très bien, mais tous les sols ne conviennent pas au peuplier. Oui, donc ça dépend vraiment du Su- potentiel, quoi. Mm. Voilà. Et sur la diversification, c'est que vous avez potentiellement des bouts de parcelles où le foncier viticole, par exemple, qui peut être sur des parcelles de 300 mètres de long sur une dizaine de mètres de large, et bien ça, avoir une structure de peuplement forestier dessus, ça ne sera pas possible.
parce que vous avez à peine la largeur d'un tracteur forestier qui passe dedans. Vous êtes plus sur du linéaire que sur du peuplement, donc le fonctionnement forestier ne s'y retrouvera pas. C'est pour ça qu'il faut, dans un premier temps, avec toutes ces informations-là, réfléchir à quel pourrait être votre projet. Vous avez forcément des envies de tel ou tel type d'essence. Et après, nous, on vérifie sur est-ce que cette essence peut correspondre au sol que vous avez et aux conditions, ou alors est-ce que ce n'est pas du tout le cas, et du coup, il faut soit envisager une autre essence, soit envisager une autre diversification. Et, il y a une petite question sur la fiscalité. Qu'est-ce qui est déductible? L'achat du terrain, les plans, les travaux, l'entretien ou autre? Et y a-t-il une surface minimum nécessaire pour être éligible aux déductions fiscales et aux aides à la plantation? Alors, le côté déductible, c'est le DEFI, donc c'est le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. Il y a il y a 4 défis qui existent. Le défi travaux, le défi achat, le défi gestion et le défi assurance. Le défi achat, je ne voulais pas citer parce qu'il ne correspond pas vraiment à notre cas de figure. C'est plutôt comment grossir un îlot forestier. Donc c'est quand vous êtes déjà propriétaire forestier que vous achetez des parcelles qui sont à côté pour grossir cet îlot-là. Donc c'est un cas de figure particulier. Le défi assurance, c'est que vous pouvez défiscaliser une partie de l'assurance forestière. Le défi gestion, c'est que vous pouvez défiscaliser une partie des contrats de gestion que vous auriez avec un gestionnaire forestier. Et là, pour le coup, ça peut peut-être moins correspondre à votre cas de figure de boisement de terre agricole, quoique ça peut le faire aussi. Et après, on arrive au défi travaux. Donc c'est lui qui est le plus ciblé. Il y a un tableau spécifique avec l'ensemble des choses qui sont déductibles. C'est principalement les charges et c'est dans un plafond de un peu plus de 6 000 € de dépenses éligibles pour une personne seule et 12 000 € pour un couple. Et c'est une défiscalisation à hauteur de 18 ou 25%. Il y a des cas particuliers. Une autre question, à partir de quelle surface faut-il un plan simple de gestion? Ah, une bonne question. Le plan simple de gestion, c'est une surface de 20 hectares par îlot de 4 hectares comptés. C'est-à-dire que toutes les parcelles forestières que vous possédez sur la propriété, sur la commune principale et les communes limitrophes, toutes les parcelles qui se touchent et qui constituent un îlot forestier de plus de 4 hectares, vous le comptabilisez. Si la somme de vos îlots dépasse les 20 hectares, vous êtes soumis à l'obligation d'avoir un plan simple de gestion. Si vous sollicitez des financements, des engagements fiscaux, des choses comme ça, on va vous demander d'avoir un document de gestion durable. Il n'y a pas que le plan simple de gestion qui existe, il y a d'autres choses qui sont possibles, mais c'est quelque chose à avoir en tête effectivement. Du coup, tu as une petite question sur le Polonia, je pense, où tu reviendras peut-être plus à la fin. Ouais, Et si tu as des adresses de pépiniéristes, je ne sais pas si tu l'as mis dans la boîte à outils à la fin ou pas. non, non, ce sera plus dans ce qu'on vous marquera sur une fiche qu'on a en construction sur comment, comment boiser un terrain agricole avec les références des différents prestataires possibles. Et encore, très honnêtement, on hésite. Il vaut mieux nous envoyer un mail parce que en fait, ces listes-là peuvent évoluer assez rapidement. Les pépiniéristes, non. Les pépiniéristes forestiers, les principaux, vous avez Forélite, qui est une filiale de la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, qui est présent en Médoc. Vous avez Planfort, qui est une pépinière forestière qui est dans les Landes. Et vous avez Naudet, qui est à Préchac, en Gironde, qui est aussi une pépinière forestière et qui est très présente au niveau national. Ils sont originaires de Bourgogne à la base. Mais ça, n'hésitez pas à nous faire un mail et on vous envoie les contacts systématiquement. Je pense qu'on peut continuer. Ok. Alors, au niveau calendrier opérationnel, c'est plus pour faire un résumé. C'est-à-dire que la base, c'est vraiment étudier votre projet, le diagnostic de sol, réfléchir à votre foncier, votre parcellaire, comment imbriquer tout ça, où je me situe dans le département, où je me situe dans la commune, est-ce que les parcelles sont côte à côte. Je vous ai dit des îlots forestiers, mais s'il y a 200 mètres entre deux parcelles forestières,
c'est à distance de tracteur, en quelque sorte. Donc ça peut convenir également. Mais c'est bien ça qui va être primordial pour voir si votre projet peut continuer. Derrière, c'est nécessairement le côté administratif et réglementaire, avec la demande au cas par cas. Si vous êtes dans un zonage Natura 2000, je ne l'avais pas cité, mais il y a une évaluation d'incidence. La demande au cas par cas ne se substitue pas à l'évaluation d'incidence. Et il peut y avoir des zonages Natura 2000 où le boisement est pas vraiment interdit, mais non favorable dans le document objectif du zonage Natura 2000. Donc là, c'est une négociation plus compliquée avec le gestionnaire du site pour avoir l'obtention du droit de boisement. Quelque chose que je ne vous ai pas cité, on n'a pas de réglementation de boisement en Gironde. Si vous avez des propriétés qui sont dans d'autres départements, il peut y avoir des réglementations de boisement et du coup une autorisation à demander à la mairie. Là, c'est pas le cas en Gironde. Le montage financier du projet. Donc, est-ce que je me fais aider? Est-ce que je ne me fais pas aider? Combien ça me coûte? Et du coup, dès que j'ai validé ça, de réserver les plans en pépinière justement, parce que sur ce côté temporalité, ben, le moment où je décide et que je valide le boisement, la pépinière n'aura pas forcément intégré ce boisement-là dans sa production de plants et du coup, il faut en général réserver 1 an à l'avance les plants pour pouvoir faire sa plantation. Je dis en général parce qu'en fonction de la taille de votre projet, les pépinières, selon les tendances sur le secteur, grossissent leur production de plants et vous pouvez quelquefois trouver des plants. Il y a un côté saisonnalité quand même au niveau des plantations, c'est-à-dire qu'on va prioriser les plantations automne-hiver jusqu'au début de printemps. On va réduire les plantations dans la période estivale, notamment avec le côté sec, mais même là, je mets un petit peu de conditionnel parce que ça peut nous arriver de faire des plantations, même en plein été, sur des plants qui seraient en motte et qui auraient suffisamment de fraîcheur et en fonction de la pluviométrie que l'on peut avoir. Votre préparation de sol, ce qu'on a abordé et je voulais insister sur selon les antécédents culturaux. C'est-à-dire que, sur un boisement de terre agricole, vous avez une strate herbacée qui peut être très dense en fonction de l'antécédent culturel et ça peut être intéressant de quelquefois faire une année de blé, par exemple, pour casser la dynamique de la strate herbacée sur un terrain et faire votre plantation l'année suivante. Ce sera une plantation, enfin, une année de blé qui n'aura pas forcément une orientation économique, même s'il faut quand même pouvoir retomber sur ses pieds. Mais en tout cas, techniquement, elle peut être intéressante, notamment pour éviter d'avoir à désherber complètement la surface de votre parcelle. Après les travaux de plantation et enfin les entretiens. Les premiers entretiens, les 10 premières années, alors c'est pas forcément tous les ans non plus, ça dépend de l'essence qui est mise en place, sont indispensables pour installer une bonne dynamique de croissance dans votre peuplement. Donc ça, on ne peut pas passer à côté de cet aspect-là. Et en fonction de l'essence, il y aura forcément plus ou moins d'entretien à faire. Et quand vous plantez, vous engagez forcément sur le très long terme. Donc c'est aussi d'avoir ça en tête. Pas forcément de questions, mais je peux aller directement sur boîte à outils. C'est plus de n'hésitez pas à nous contacter. Mettez-nous vos projets par mail. C'est beaucoup plus simple pour nous de pouvoir étudier le projet, au moins au niveau cartographie et choses comme ça, ou de vous localiser aussi sur le terrain pour pouvoir vous dire, ben, rien qu'avec une analyse carto, vous êtes dans tel zonage, donc ça va être compliqué de mettre telle essence. Vous êtes dans tel secteur, potentiellement vous avez tel terrain, donc ce sera difficile de faire ceci, de faire cela. Ou alors, si votre morcellement est très spécifique, on pourra vous dire, ben, là oui, envisager telle essence, ce sera un petit peu compliqué. Et après, ce sera bien entendu, on vous orientera vers des personnes pour prendre le relais sur le montage de dossiers financiers ou l'accompagnement terrain, sachant qu'on ne vous lâche pas non plus. On sera toujours là pour répondre à vos questions.
c'est plus que, comme vous connaissez notre contexte agricole ces dernières années, on a de plus en plus de sollicitations. Du coup, je vous prie de m'excuser déjà à l'avance, on n'est pas forcément toujours très disponible pour répondre au téléphone. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à tout ça? J'ai une petite question en plus. Oui. Pour un dossier déposé à la DREAL, il faut présenter la surface totale des futures plantations ou parcelle par parcelle. C'est des parcelles qui sont souvent inférieures à 0,7 hectares. C'est précis. Alors, en fait, maintenant, pour être très honnête et très précis, les dossiers de réal ont changé et il y a même la possibilité de déposer des dossiers de réal quand on n'est pas soumis à dossier de réal. Ce qui veut dire qu'en fait, l'ADREAL répond et donne son avis par rapport à un potentiel impact sur l'environnement sous couvert de ce qu'on lui dit. Ce qui veut dire, en fait, in fine, que si on ne monte pas des dossiers parce qu'on dit qu'on n'a que des projets qui ne sont pas soumis à dossier, eh bien, en fait, un contrôle futur de l'ADREAL ou de l'OFB ou de la DDTM pourrait nous dire, en fait, non, vous avez contourné la règle en quelque sorte et vous n'êtes pas dans les clous, donc il faut refaire les demandes. Donc là, c'est plus par rapport au projet qu'il faut faire. Mais tout dépend qui monte le projet. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vous à l'échelle de l'exploitation? Est-ce que c'est vous en tant que propriétaire de foncier détaché de l'exploitation? Vous avez des choses qui sont différentes. Mais globalement, c'est plutôt, même si vous avez des petites parcelles, c'est le projet forestier qu'il faut mettre dans la demande au cas par cas. Parce que Et c'est le du, même propriétaire derrière. et du coup, je sais qu'on a déjà dépassé le temps, mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit truc sur le Polonia, rapidement, Oui, s'il te oui, plaît, oui. Maxime? Hop. Alors, sur la suite, donc le Polonia, on a déjà une fiche que vous pouvez trouver dans les cahiers de diversification de la Chambre d'agriculture. Euh, Très honnêtement, c'est sur les 3 dernières années le sujet principal que l'on traite au téléphone. Parce que il y a eu une énorme communication là-dessus par différents pépiniéristes à l'échelle nationale. C'est passé à la télé, c'est passé dans les journaux, dans la presse, un petit peu partout. Mais on a très peu de retours concrets sur le terrain. On en a. Je vous présente cet exemple-là. Donc c'est moi-même avec la veste orange là sur les deux photos. Euh, on pourrait Et il est parler grand. oui, on pourrait parler d'essence magique et de vitesse de croissance sur le Polonia. Pour vous donner une indication, la première photo là, le Polonia que vous voyez n'a pas fini sa première année de croissance. Sur la deuxième photo à côté, le Polonia n'a pas fini sa troisième année de croissance. Et il est déjà à une croissance monstrueuse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est le choix de l'intensif pour le moment dans ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que c'est irrigation, fertilisation tous les ans. En fait, c'est une grosse machine à pousser, le Polonia, mais il faut lui donner de quoi pousser. Ce qui est sûr également, c'est qu'il ne convient pas sur tous les terrains. Si vous avez l'engorgement potentiel des terrains trop lourds également, c'est pas la peine d'envisager le Polonia. Le dernier aspect, c'est que le Polonia, il n'est pas considéré agricole, il n'est pas considéré forestier. Vous allez me dire, dans quel cas on est? C'est flou. C'est flou parce que c'est une essence, c'est un arbre, c'est une essence forestière, mais qui ne peut pas permettre d'avoir la fiscalité forestière que je vous ai citée. Ni dans les demandes d'aide, ni dans les demandes fiscales ou choses comme ça. Sur le côté agricole, quand je vous dis qu'il n'est pas agricole non plus, c'est que un terrain agricole que vous boisez avec du Polonia, il n'est pas reconnu à la PAC. Donc vous perdez les potentialités PAC par rapport à ça. Pour autant, la culture du Polonia s'approche plus d'une culture agricole que d'une sylviculture, avec tout ce que je vous dis sur le côté intensif. Donc n'hésitez pas à aller voir la fiche Polonia. On a cité un petit peu tout ça, elle est assez facile à trouver sur le site internet de la Chambre. Vous pouvez télécharger le dossier diversification.
Et après, en fait, ce qui est très frustrant pour nous, c'est qu'on a très peu de retours sur le département. On sait qu'il y a des plantations de Polonia qui ont été faites, mais une plantation de Polonia avec des arbres vivants n'est pas une réussite. Une plantation de Polonia en réussite, c'est les photos que je vous montre. Ces photos-là, on est allé les voir en Sudland, limite Pyrénées-Atlantiques, sur de l'ultra intensif et avec un retour d'expérience qui commence à faire maintenant 5 à 8 ans. Le Polonia est planté pour être coupé à 8 ans. Donc c'est ultra rapide aussi, c'est un bois qui est très intéressant au niveau mécanique, mais là encore, la valorisation ne se fera que sur une filière qui sera vraiment établie. Et là, pour le coup, même au niveau français, on n'a pas une filière qui est établie. Donc, même si vous avez des pépiniéristes qui vous promettent ou qui vous font signer, parce que ça s'est vu, des contrats d'achat de bois, au moment de la plantation, ils vous font signer un devis de plantation, ils vous font signer un contrat d'achat de bois à 8 ans en vous promettant à 140 € du mètre cube. Pour autant, si vous lisez le contrat, vous n'avez aucune garantie d'atteindre la qualité de bois nécessaire à obtenir ce 140 € du mètre cube. Donc ils vous rachèteront probablement le bois, mais pour le coup, à quel prix? Je ne sais pas. L'investissement étant tel que, faire un business plan avec, de telles dépenses, en coût d'installation d'irrigation, de choses comme ça, pour ne pas avoir le retour sur investissement assuré, c'est quelque chose que qu'on conseille pas. On n'est pas fermé au Polonia, là, dans l'équipe. C'est plus, faites-le en mode, test. Tester sur des petites surfaces, voir si ça vous convient au niveau culture, le temps à passer dedans, les entretiens, les élagages, et ainsi de suite. Et si c'est le cas et que ça a marché, là, de vous lancer sur des surfaces plus importantes. Le Polonia, il y a la demande au cas par cas à faire également.